Est-ce qu'une montre marquée Swiss Made peut être faite dans sa grande majorité avec des éléments qui sont faits en Chine? Ça peut être possible. Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Nous avons un invité de marque aujourd'hui. Il s'agit de Lionel de Chronoflexion que je ne présente plus. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Bonjour Olivier, ça va super bien. Qu'est-ce que tu portes au poignet aujourd'hui? Ah, très bonne question. Une Squale, une Tono Argento. Je ne sais pas si tu la vois bien ici. Ah, je vois. C'est une montre qui est un petit peu une montre hommage à la Blancpain 50 Fathoms des origines. Alors, de mon côté, je porte un vrai copage. Je porte une Suggest hommage de la Daytona. Ah, et ça, c'est un vrai copage, hein, ou fromage, comme tu l'appellerais toi. Tu sais Olivier, je ne suis pas dans le jugement de ce que portent les gens. L'essentiel, c'est un critère, et toi et moi, on est parfaitement d'accord là-dessus. Le critère essentiel pour nous, c'est le plaisir. Tout à fait. C'est exactement ça. Moi, je suis pas trop pour les copies en tant que telles, c'est-à-dire les contrefaçons. C'est là où je marque une ligne rouge. On va en parler. Et on va en parler. Allez. Et oui, et aussi les Diesel Mister Daddy. Alors là, je pense que bref, à chacun son truc. Alors, c'est parti. Alors, j'avais quelques questions à te poser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super épineux. Il s'agit du Swiss Made. Qu'est-ce que ça veut dire une montre Swiss Made? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Donc tout ça, je voulais qu'on voit ici, qu'on en parle avec ton expertise, hein. Pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, alors moi, je vais te dire comment moi je te vois. Donc tu as ta chaîne qui est très successful avec quand même de son public et ton public de gens très avertis. Tu es juriste, hein, à la base. Donc, ton background de ce côté-là. Donc, tu peux beaucoup plus nous parler du droit, de ce qui est vraiment juridiquement une contrefaçon, de ce qui est une copie, de tas de termes qui nous, en fait, s'échappent beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en plus? Alors, excuse-moi, excusez-nous tous, on a eu des problèmes techniques, bien sûr, une fois n'est pas coutume, mais c'est reparti, Lionel va se représenter. Voilà, bah déjà, je disais tout à l'heure que tu me faisais beaucoup d'honneur. J'ai une formation juridique et j'ai travaillé pour des boîtes dans les nouvelles technologies de l'information et pour une société de gestion collective pour les artistes-interprètes avant cela. Et donc voilà, bon, c'est à ce titre-là que je me présente un peu comme le juriste du YouTube horloger francophone, mais je ne pratique pas en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle dans un cabinet d'avocats tous les jours. Donc mon vocabulaire est sans doute plus juste que pour la plupart des gens, mais voilà, il y aura peut-être quelques hésitations et quelques scories qu'il faudra peut-être corriger. Donc, j'invite tout le monde, évidemment, à valider tous les propos que je serai amené à dire. Mais grosso modo, oui, je pense que je pense que je peux jouer un petit peu à l'expert. C'est pour ça que j'ai mis mon petit blazer et ma petite chemise. Voilà, pour que je sois pris au sérieux. C'est parti avec la première question, qui est une question assez basique. Qu'est-ce que le Swiss Made? Qu'est-ce que fait qu'une montre soit vraiment considérée comme Swiss Made et puisse apposer le label sur son cadran ou ailleurs? C'est un label qui permet de certifier l'origine d'un produit industriel, en l'occurrence des montres pour ce qui nous intéresse. Et donc c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance et c'est un gage aussi de situation géographique. On sait que la montre, a priori, vient de Suisse. Et ça, on va y venir justement. Parce que si tu veux, il y a donc là, j'ai dit le pourquoi le label en fait, et donc c'est pour donner une plus grande confiance aux consommateurs. Et le comment on l'obtient? Bah, en fait, c'est assez simple d'une certaine manière parce que l'obtention se fait, c'est un petit peu de l'autorégulation, hein, dans le cadre de ce label-là. Mais il y a des conditions à remplir pour pouvoir l'apposer sur sa montre. Et ces conditions sont de l'ordre de 4 conditions. Il y a des sous-conditions. Ça, les juristes aiment bien faire ça, tu vois. Bon, on va être assez simple. Il faut, en gros, que le mouvement soit Swiss made. Il faut soit fabriqué en Suisse. Il faut que l'emboîtage, que toute la finalisation du produit soit réalisée en Suisse. Et il faut que 60% de la valeur du coût de revient soit en Suisse. Pour le mouvement, on a aussi une règle des 50-60. Il faut que 50% des pièces soient d'origine suisse en valeur. Mais on retire tout ce qui est salaire de l'horloger, R&D, etc. Donc c'est purement la valeur des pièces détachées, pont, vis, etc.
Et on a la règle des 60% qui s'applique en plus dessus. Il faut que 60% de la valeur du coût de revient soit suisse. Pour qu'un mouvement soit Swiss made, c'est beaucoup plus restrictif d'un point de vue économique. Tu as la double condition, la règle des 50 et la règle des 60. Est-ce que ça veut dire qu'on peut moins contourner cette règle-là ou davantage qu'antérieurement? Là-dessus, je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Pour être très honnête avec toi, je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives de contournement et d'optimisation en fait, de ces critères de la part d'un certain nombre d'horlogers. Maintenant, moi, je ne suis pas qualifié pour rentrer dans ces détails-là et puis ce ne sont pas des informations qui sont rendues publiques la plupart du temps. C'est noté. Donc en fait, on retient donc ces 4 critères principaux pour la montre elle-même et celui du mouvement qui, moi, me paraît beaucoup plus restrictif déjà, hein, ne serait-ce que par rapport à la valeur elle-même des pièces, si on enlève la main-d'œuvre. Ouais. Donc ça me paraît beaucoup plus restrictif, si tu veux, que simplement le fait de dire la valeur économique. Comme tout le monde le sait, la valeur de la main-d'œuvre en Chine est nettement inférieure à celle de la Suisse. Hein. Et là, je vais revenir à la discussion qu'on a eue auparavant sur ta chaîne, hein, où tu as fait de beaux schémas que je vais peut-être emprunter, où tu montrais justement de façon très juste le coût de la main-d'œuvre en Chine et en Suisse. Et je crois que nous sommes sur un rapport de 1 versus 9. Donc, c'est-à-dire on est presque 10 fois plus cher en Suisse qu'en Chine. Exactement. Alors, il faut quand même distinguer, parce qu'on est allé un petit peu vite la dernière fois, ce qui est normal. On a quand même passé 50 minutes ensemble. Le coût de la main-d'œuvre, c'est de manière générale le schéma que je t'ai donné. Hein. Dans l'horlogerie, il est possible que le rapport qu'on soit un petit peu plus rapproché entre la Suisse et la Chine, mais on est dans un rapport peut-être de 1 à 4 ou 5. Ça reste quand même... Très bien. Et dans certains cas de figure, pour certains maîtres horlogers, c'est peut-être 2 fois moins cher. Et ça dépend des manufactures, ça dépend voilà. En fait, il faut être précis dans ces cas-là. On n'est pas dans un rapport de 1 à 9 ou de 1 à 10 en horlogerie. Ok, très bien. Ça, c'est très bien de le signaler quand même. Cependant, tout ce qui est autour, tu vois, tout ce qui est marketing, vente, etc., ça refait pencher la balance quand même peut-être un petit peu. Pas peut-être de 1 à 9, mais quelque chose d'assez similaire. Tout à fait. Et nous, on n'avait pas beaucoup parlé des coûts de distribution qui viennent évidemment s'ajouter à tout cela et qui sont potentiellement en faveur des Chinois, je dirais. Mais là encore, il y a quelque chose qui est biaisé et qu'il faut remettre. Il faut toujours remettre l'église au milieu du village. Si tu as une marque chinoise, et tu as maintenant de grandes marques chinoises, qui veut s'installer sur la place Vendôme à Paris, elle devra payer le même prix que quelqu'un du groupe Richemont ou du groupe Swatch. Donc, les coûts de distribution, quand on dit qu'il faut aussi les prendre en compte, tu vois, de même qu'une marque suisse peut aussi vendre par des plateformes ou sur AliExpress si elle le souhaite. Donc il faut nuancer tout ça. Exactement. Très bien. Alors, deuxième question, une question qui est corrélée, du coup, qu'on se pose tous. Par rapport à tout ce qu'on se dit, par rapport à tous les critères, je vais être brut de fonderie, je sais que c'est peut-être faux ou sera nuancé. Est-ce qu'une montre marquée Swiss Made peut être faite dans sa grande majorité avec des éléments qui sont faits en Chine? Alors ça dépend si on compte en valeur. En valeur, je te dirais non. Mais si on compte en nombre de pièces ou en poids, pourquoi pas? Je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais ça peut être possible. D'accord. Donc, par rapport aux critères qu'on s'est dit en fait, hein, si on prend en mouvement Swiss Made, donc là on comprend, c'est beaucoup plus restrictif. On prend le mouvement Swiss Made, un horloger suisse va l'emboîter dans un boîtier chinois, fait en Chine, avec un cadran fait en Chine, avec des aiguilles faites en Chine, avec une luminescence posée en Chine, avec un verre saphir fait en Chine et avec un bracelet fait en Chine. Est-ce que, dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut dire que la montre est Swiss Made si elle atteint plus de 50% de la valeur? Alors, déjà, si le mouvement répond aux critères du Swiss Made avec la règle des 50-60, déjà, ça, c'est le prérequis. Et ensuite, sur la valeur totale de la montre, donc ça comprend également le mouvement, ça comprend la R&D, ça comprend le salaire de l'horloger, ça comprend également tous les tests de contrôle qualité, les audits éventuels, pour s'assurer qu'on puisse bien avoir accès au label Swiss Made. Il y en a qui font des audits pour en être sûr, parce que les sanctions sont quand même féroces. Ben ouais, on pourrait arriver à un total de 60% de coût de revient qui est suisse. Dans l'absolu. Moi, ça me semble pas débile comme cas de figure. Ça peut exister. Encore une fois, je suis pas spécialiste, je suis pas horloger, je travaille pas avec des horlogers en tant que juriste, mais ça me semble plausible. Oui. D'accord. Donc dans l'absolu, on verra par rapport au calcul très très précis que tu as donné par rapport au coût.
Après, par rapport aux horlogers, on ne sait pas une montre, combien de temps d'horloger il faut, combien Ouais, de temps d'apprenti il faut, tu vois. Tout ça, on ne le sait pas ouais, pour l'instant. Mais si on fait une moyenne, tu vois, je ferai peut-être le calcul et je la poserai ici. Si on fait une moyenne des deux, est-ce que c'est possible que le coût économique fasse les 60%? Je vais essayer de faire un calcul ouais. savant. Je vais te le soumettre, voir si ça te paraît cohérent. Mais on va voir, hein, et on va voir en effet si avec tous les infos que tu nous as donnés, et merci beaucoup Ouais. d'ailleurs, on peut arriver à ça. Je dis pas que c'est le cas. Je dis que dans l'absolu, c'est possible. Voilà, il faut bien que les gens le comprennent, que Et c'est pas pour ça que ça va c'est être plausible. En tout cas, systématiquement c'est comme un ça. scénario plausible et c'est sans doute un scénario qui existe. Je pense que toi et Et moi, oui. voilà, on va pas nous la faire à l'envers. Ça doit exister comme ça. Maintenant, pour moi, ce qui est le plus important dans le Swiss Made, c'est le contrôle qualité. Et je sais pas si vous avez C'est-à-dire, remarqué, mais parle, dans non, ouais, parle-nous un petit peu du contrôle qualité. Tu veux dire le contrôle qualité, est-ce qu'il y aura un contrôle qualité du Swiss Made ou est-ce que c'est chaque entreprise qui se doit de faire un contrôle qualité? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un institut style COSC, un truc comme ça qui vient non, contrôler les Swiss Made? alors, ça, on va parler du contrôle juste après. C'est très important parce qu'effectivement, là aussi, c'est un petit peu flou pour moi. Alors, le fait que ce soit flou pour moi ne veut pas dire que c'est flou dans la pratique, mais j'ai pas réussi à retrouver des infos très très précises là-dessus sur le contrôle. Bon, sur le contrôle qualité, mon point, c'était de dire que quand tu as des montres qui sont toutes emboîtées et fabriquées en Chine et qui sont peut-être à des tarifs inférieurs, on va dire à 500 euros, on ne sait pas trop comment le contrôle qualité est effectué. On sait que quand une montre est assemblée en Suisse, il y a un contrôle qualité qui, généralement, est plus sérieux et c'est, d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le contrôle qualité va rentrer dans la valeur totale de la montre. Ils ont intérêt à faire un contrôle qualité pour que cette valeur augmente et pour, recevoir le label Swissmade, mais tu as ce contrôle qualité qui rentre en ligne de compte et pour moi, c'est essentiel. Je sais pas si tu as bah oui, toi, tu as acheté beaucoup de Parnis et de montres comme ça, avec des mouvements Seagull parfois. Et je sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'ai beaucoup de relations, sur YouTube qui m'ont fait part de cette expérience-là, que leur mouvement Seagull sur des chronographes, l'aiguille du chronographe s'arrête parfois un petit peu avant. Tu l'as eu aussi? Je n'ai jamais eu ce phénomène-là sur des mouvements Seagull Oui, qui ont été emboîtés dans des montres, européennes. Je dis pas spécifiquement suisses, mais on peut penser par exemple à Studio Underdog qui emboîte ce type de mouvement et je n'ai pas eu vent pour l'instant de ce type de problématique. Ce qui veut dire qu'il y a un sujet au niveau du contrôle qualité. Et je pense que enfin, moi, j'ai plus confiance personnellement. Alors, peut-être certains diront, bah, je suis peut-être naïf et bête, mais je m'en tire bien parce que sur les 80 montres que j'ai eu 3 pépins et c'était pas des pépins majeurs et j'ai beaucoup de montres de diverses origines. Et ben voilà, le contrôle qualité pour moi ça compte et les seules montres sur lesquelles j'ai eu vraiment des gros pépins, c'était des montres qui étaient chinoises. d'accord. Par exemple, sur quelle montre tu as Ben, eu des pépins? typiquement une Filidia, je crois, c'est celle Philida. qui est Philida, même pas retenu le nom, mais ça fait penser à une maladie ce nom. Ils sont pas très forts par rapport au nom, hein. C'est vrai que Ouais, ouais, c'est pas toujours, très c'est heureux un reproche. et donc pour le coup, c'est, vraiment un fromage d'une Omega Speedmaster, version Tintin. Je voulais Oui, l'essayer et c'est là où j'ai eu un problème avec le chronographe, qui emboîte un Seagull qu'on va retrouver sur des d'accord. montres européennes aussi et qui marche parfaitement bien. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, moi je ne suis qu'un individu, ça vaut pas, un test fait sur une population, de 200 personnes ou de 2000 personnes, ça n'a rien à voir. Mais c'est mon expérience personnelle et puis évidemment quand on a une chaîne YouTube, on a beaucoup de retours aussi de la part des abonnés et donc bon voilà, Tout on a à fait. notre propre petite évaluation. Tout à fait. Tu sais, ça serait intéressant quand même, et moi je vais essayer de le faire, de faire un sondage pour voir si les gens ont eu des problèmes, quel type de problème ils ont eu avec quel type de montre. Très Je sais intéressant. qu'il y a des calibres qui fatalement ont des soucis, certains calibres qui sont même Swiss Ouais. made, certains. On connaît tous les déboires du célèbre ETA 28-24, avec ses problèmes de remontage, etc., qui sont Et d'ailleurs présents dans tous ces clones, dont apparemment les clones chinois. il y a eu les STP aussi qui ont subi. Il y a des séries comme ça qui ont des problèmes. Il y a des séries sur les Cellita SW200-1 qui sont partout. Il y a des séries qui sont Oui. pas très bonnes et où l'huile se fige prématurément et ça c'est pas génial. Ah. J'ai eu le phénomène. Tout ça, il faut savoir. Moi, ce que j'ai entendu, pour être d'accord avec toi par rapport à certaines montres chinoises, le célèbre et très très beau ST 1901
donc qui est, comme tu le sais, issu du Vénus 175 dont tu parles, hein, qui est C'est le emboîté Seagull. dans... Voilà. Voilà, le Seagull, exactement. Lui, pour les versions du mouvement qui sont faites en masse, qui est produit qui est emboîté par suite dans tous les Red Star et les Suggest et autres copies de la 1963, de la Seagull 1963, j'ai entendu qu'en effet, le taux de retour, enfin le taux de défaillance est assez élevé parce qu'ils sont faits en masse, parce Ouais. qu'ils sont très bon marché, Et même ben si c'est un voilà. chronographe à roue à colonne. Voilà, ça je l'ai entendu. Et oui, mais si tu avais un contrôle qualité digne de ce nom, ce serait pas emboîté à la va-vite, tu vois. Peut-être et sûrement. Après, encore une fois, chaque marque en Chine, c'est plus ça. Moi, ce que je vois, si tu veux, et moi, c'est ça vers quoi je tente d'orienter les gens. Il y a des boîtes et du coup, vu que c'est pas il n'y a pas de label en tant que tel en Chine, mais c'est plus chaque entreprise qui s'occupe de ce contrôle qualité. Je reviens toujours, mais par exemple, les Saint-Martin vont avoir beaucoup moins de défauts de contrôle qualité que les Seiko, dans mon expérience. Tu vois, ne serait-ce que dans l'alignement des index, de tout ça. Tu vois, par rapport à ça, non mais tout le monde Ça crache fait le Seiko par rapport charme à de ça, parce que c'est Seiko, vrai. c'est le grain de beauté Non. sur le, tu vois. C'était le charme à 150 €. À 1500, c'est plus possible. Mais tu vois, donc ça va dépendre de chaque entreprise. Et en effet, donc il n'y a pas, pour le Made in China, il n'y a pas, à ma connaissance, pas ce type de contrôle qualité. C'est plus chaque entreprise qui va se le faire elle-même pour ainsi se créer une réputation. Oui, tout Tu à fait. vois. Mais toutes les marques ont intérêt, c'est la même chose pour les marques françaises, hein. Elles ont intérêt pour leur image de marque à ce que ça se passe du mieux possible, c'est évident. Tout à Mais fait. le label Swiss Made pour moi, offre une garantie supplémentaire. Voilà. Suis-je trop naïf pour payer le label quelque part sur mes montres? Je ne sais pas. Mais alors, on va en venir à ce que tu me demandais tout à l'heure. Qui contrôle l'effectivité de ce label? Alors moi, de ma compréhension, c'est un peu de l'autorégulation. C'est-à-dire que c'est les entreprises elles-mêmes qui contrôlent, sachant que si elles ont un contrôle extérieur, et il peut y avoir des contrôles extérieurs, mais je ne sais pas à quelle fréquence, de la Des audits fédération, du canton, de l'État fédéral. fédération de l'industrie horlogère qui a intérêt à ce que tout se passe bien, évidemment. Alors on pourrait dire oui, mais ils sont jugés partis. Oui, peut-être si leur gros membership n'aurait pas effectué un process très orthodoxe, ils vont peut-être essayer, j'en sais rien, tu vois. Mais de manière générale, ils ont intérêt à ce que ça se passe bien. C'est pour tout, c'est pour la survie du label Swiss Made quelque part. C'est pour l'honneur du savoir-faire horloger helvétique. Donc, tu as la fédération horlogère helvétique qui peut éventuellement intervenir et qui, sur doute, si elle a un doute, ça peut être une dénonciation d'un consommateur ou plusieurs dénonciations. S'ils ont un doute, ils peuvent envoyer éventuellement des audits ou des inspecteurs. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ce cas-là. Tu as également l'IPI, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, qui est normalement garant de la propriété intellectuelle en Suisse et qui peut également mener des actions judiciaires en cas de doute, aller devant les tribunaux. Et donc, évidemment, tu as le juge en dernier recours qui peut ordonner une sanction, et la sanction peut être d'ordre pénal, et la sanction pénale, elle peut être très sévère. Voilà. Alors, tu as différents textes de loi. C'est carrément du pénal. C'est même pas du civil, c'est du pénal, d'accord. Oui, c'est une infraction. Hein. C'est comme l'infraction de contrefaçon, hein, si tu veux. Et d'ailleurs, le fait d'apposer le label Swiss Made alors qu'on ne le mérite pas, ça peut être l'un des, comment dire, vraiment adjacent à une action en contrefaçon. Et voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais les amendes pénales peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Alors, vaut mieux ça pas dépend. jouer avec ça. Là encore, c'est l'interpénétration de deux textes en droit suisse, parce qu'il y a des plafonds maximales qui sont relativement modestes, mais pour certaines entreprises, je crois qu'on peut aller jusqu'à la mise en responsabilité de l'entreprise, où là, on va impulser une amende sur le chiffre d'affaires qui va être proportionnel au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, ça peut monter très haut. Ça, c'est ma compréhension. Donc là, en fait, je ne suis pas un spécialiste du droit suisse non plus, mais on retire tous tes produits et tu dois les détruire. Enfin, il peut y avoir des sanctions comme ça, très lourdes. Mais alors là, autant te dire que si ça se passe, tu mets la clé sous la porte. Donc, tu comprends qu'il y a quand même, au regard de la sanction, des risques encourus. Les entreprises ne vont pas trop jouer avec le feu non plus. Et elles ont intérêt à procéder elles-mêmes à des audits internes. Elles vont payer des boîtes elles-mêmes pour faire des audits et pour être sûres que le label Swiss Made est mérité. D'accord. Et ce label, donc,
Pour résumer cette partie qui a été quand même un petit peu dense, le Swiss Made aurait une valeur ne serait-ce que par rapport au contrôle qualité. Voilà. C'est ce qu'on se dit globalement. Si tu veux, on peut faire ce résumé-là. Mais c'est la valeur qu'aurait le label et c'est important que les gens le sachent parce que beaucoup de gens chez moi, dans ma chaîne, se posent la question, se demandent pourquoi est-ce que ça vaut le coup, etc., etc. Maintenant, si on peut poser des choses, et c'est important, toi et moi, on est là pour dire la vérité aux gens. Tu vois, qu'est-ce que ça vaut, combien ça vaut. Petite anecdote personnelle de mon côté, puisque tu m'as parlé de ta montre qui t'a causé beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu 2 montres dans ma vie qui ont foiré, juste 2, des 300 que j'ai. Non, pardon, 3. J'ai une montre Hommage Submariner extrêmement cheap à 20 €, mais voilà, une chinoise, bien sûr, que j'achetais au début de ma chaîne en anglais, mais ça, elle ne compte même pas. Et j'ai eu 2 autres. J'ai eu une, avant que je fasse mes chaînes, j'ai eu une Oris Aquis, que j'adorais, mais qui a foiré de partout. Et la foiré sur le mouvement, et la foiré sur le fermoir, qui s'est décroché complètement, et la foirée sur la lunette rotative, et la foirée sur tout. Et j'ai eu une Seagull, une de mes premières Seagull, une Sogess 1963, qui a foiré aussi par rapport au mouvement, et là j'ai pu comprendre par rapport à la fragilité. J'en ai 2 autres chez moi. J'ai une que j'ai achetée il y a 3 ans, et elle tient encore parfaitement. Donc voilà, c'est au petit bonheur la chance, mais c'est comme tu dis, c'est au petit bonheur la chance. ouais, mais enfin, 3 montres sur plus de 300, c'est ça? Ça fait 1% seulement. J'ai de la chance. Je compte pas là-dedans celle qui foire complètement par rapport à la précision. Je voulais juste ajouter une chose par rapport au label Swiss Made, et je sais que tu veux qu'on aille sur le label, sur le Made in France, mais il y a quelque chose, parce que tu relèves des choses, moi tu me fais beaucoup réfléchir en fait, à travers les discussions qu'on a, et vice versa. Mais c'est vrai que le label Swiss Made n'est pas, c'est pas du 100% Swiss Made. Il y a des pièces qui vont venir d'Asie. Pourquoi? Pour différentes raisons, pour des raisons de coût, et pour des raisons aussi que parfois en Asie on sait faire des trucs qu'on sait pas faire ailleurs, et ça c'est cool. Mais il faut savoir que si tu veux apposer le Made in America, le Made in USA, aux États-Unis, sur une montre ou sur n'importe quel objet, l'objet doit être produit majoritairement aux États-Unis. C'est quasiment tout doit venir des États-Unis avec l'assemblage final, avec tout ça. Donc le Made in USA est beaucoup plus strict que n'importe quel autre Made in machin ou Swiss Made. Il faut le savoir. D'accord, c'est bon à savoir. D'accord, ok. Même si je pense que je n'ai vu aucune montre Made in USA, peut-être Shinola, je ne sais même pas si eux sont Made in USA. Avant de parler du Made in France, parce que c'est aussi très important, je voulais qu'on parle, puisque tu m'as mis la puce à l'oreille, sur les hommages. Tu viens de parler d'hommages aussi. Par rapport à toutes tes connaissances, est-ce que les lois de propriété intellectuelle interdisent les hommages ou alors les copages, comme on les appelle? L'hommage tel qu'on l'entend aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays qui réutilisent le mot hommage, qui est un mot français, il me semble-t-il, il est synonyme de copiage, pas de la marque, mais copiage de tout ce qui sont les éléments distinctifs essentiels de reconnaissance de la montre d'origine dont on s'inspire. Voilà, typiquement, Pagani Design, c'est ce qu'ils font à tour de bras. Ils copient l'apparence de la montre et ils apposent leur marque. Ils vont peut-être faire quelques modifications au niveau des mesures, des machins, mais sans plus. Ça, c'est ce que j'appelle un fromage, personnellement, parce que moi, j'ai une mission sur Terre. J'ai vu, tu vois, ça a été l'épiphanie pour moi, et je me suis dit, ça y est, il faut que je rectifie les choses. Je ne suis pas d'accord qu'on utilise le mot hommage pour les Pagani Design. Voilà, mais ça ne concerne que moi. Mais du coup, écoute, je m'amuse avec, et puis je dis, il y a Pagani Design, font des fromages, ou ils font du pillage, ou ils font des montres que j'appelle d'hommage, mais en un seul mot, mais ils font pas, c'est pas des vrais hommages. Le terme d'hommage, c'est quand même un terme qui a une signification dans le vocabulaire français et qui est noble. Quand tu recopies une montre trait pour trait et que tu apposes juste ta marque et que tu dis c'est l'hommage de machin, tu sais très bien que derrière c'est pour vendre des montres, parce que tu as des grandes marques qui ont un prestige, qui ont une renommée, et que tu vas explorer et exploiter cette renommée pour t'accaparer, pas forcément leur clientèle, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas sur le même segment
tarifaire et Tout à donc fait. les ultra riches vont pas être très intéressés par acheter des Pagani Design, sauf pour les essayer éventuellement, pour voir comment ça leur va, si tu m'en parlais sur ma chaîne. Mais on est, on est quand même dans une forme de copiage, trait pour trait. Moi, je vais te donner l'exemple d'un véritable hommage. Tu connais ma marque de cœur, c'est Di Renzo. Di Renzo a fait la mondiale, la DRZ 04, par exemple, Mhm. qui est un hommage à Gérald Genta, au designer Gérald D'accord. Genta. Donc, elle va reprendre effectivement des petits aspects esthétiques avec bracelet intégré, avec lunettes plates. Tu as des petits codes que tu vas retrouver dans des montres qui ont été designées par Gérald Genta, chez Audemars Piguet ou chez Patek Philippe. Mais tu as juste des petits rappels. Tout le reste est original. Les index, les aiguilles, tout le reste est original. C'est lui qui l'a conçu D'accord. et c'est hors catalogue. Ça, c'est un vrai hommage. Comme la Spinnaker 50 Phantoms, que je Ouais, trouve superbe, que je trouve extrêmement rigolote. et celle dont on a parlé avec Josh sur Hommage au fromage sur ma chaîne, c'est celle-là. C'est celle qui m'a présenté. J'ai Exactement. trouvé ça très malin. Et effectivement, ça c'est un véritable hommage. Ouais, exactement. Mais bon, Bon, ça c'est ma super. mission Ça- sur Terre. C'est ma mission personnelle. Dénoncer les fromages. Je dénonce les fromages, mais ça ne Alerte regarde au que moi. fromage. Si les gens veulent continuer à appeler les montres qui recopient intégralement le design d'une autre marque, qui veulent les appeler hommage, ça les regarde. Moi, je peux pas appeler ça un hommage. Je trouve que c'est galvauder le terme. Voilà, c'est tout. On a chacun ses petites marottes. Pour revenir, bien sûr, mais pour revenir. Alors, est-ce interdit ou pas? Alors, pour moi, très concrètement, c'est toujours un tribunal, qu'il soit situé en France, en Italie, en Suisse, en Chine ou n'importe où, qui donnera la décision finale. Il faut qu'il y ait un procès et il faut qu'on aille rechercher différents éléments. C'est un petit peu complexe, mais le droit de la propriété intellectuelle, mais en même temps, c'est réjouissant. Moi, j'adore ça. Tu as le droit des brevets, le droit des marques. Et tout ça, c'est de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, les dessins et modèles que j'aurais dû citer en premier pour la cause, et d'autres réjouissances. Chacun... Justement, par rapport au dessin et modèle. Ouais. Parce que, tu vois, c'est un des premiers trucs auxquels on pense. On te dit, un tel design, par exemple la Submariner, est entré dans le domaine public, le design, du coup, Ouais. on peut le copier. Est-ce Ouais. que du coup, je peux... Tu verras. vois ce que je veux dire? Tu verras. Est-ce que ça en fait une montre illégale, du coup, d'avoir un hommage de la Submariner avec un autre logo à poser? Ça pourrait encore. C'est plus difficile à prouver, mais ça pourrait encore. Parce que tu as le terrain. Alors, t'as le premier niveau, c'est le dessin et modèle. Là, c'est le designer, il va déposer son dessin et modèle, il est protégé pour le design précis de la montre. On ne parle pas en dessin et modèle, je ne parle pas du mécanisme ou d'aspect, voilà, je parle vraiment du design esthétique. Il va faire le dessin, il va le déposer à l'INPI en France, par exemple, s'il est français, à l'IPI en Suisse, s'il est suisse, peu importe, et il va obtenir une protection locale. Il peut élargir cette protection au niveau international de différentes manières. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il est protégé pour son dessin et modèle. Il est protégé pour combien de temps? Pour 25 années. Et après, basta. Après, ça tombe dans le domaine public et effectivement, tu peux reprendre son dessin et modèle a priori. Et le droit d'auteur, alors lui, il est sévère parce que il est protégé en France, en tout cas, et par une directive européenne, donc c'est valable pour toute l'Europe. Et je crois que les règles sont très similaires en Suisse. Il donne une protection jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Sur quelle partie? C'est un peu plus flou, mais ça va être sur le design, évidemment sur tout ce qui concerne le design. Ça peut être aussi sur une écriture, ça peut être... voilà. Mais sur le design, le droit d'auteur peut s'appliquer. Et typiquement, j'ai plusieurs exemples en jurisprudence à citer, dans des affaires qui ont opposé Cartier à des parties adverses qui ne sont pas citées dans la jurisprudence. Mais Cartier a obtenu gain de cause en France, Audemars Piguet a obtenu gain de cause en France et en Suisse, à plusieurs reprises, contre des marques de montres qui reproduisaient leur design. Alors, pour Cartier, c'est peut-être un petit peu plus rare, mais bon, ça on pourra y revenir parce que c'est intéressant, parce qu'il y a encore plein de montres qui ressemblent à des Cartier et qui pourtant sont toujours sur le marché, alors je ne sais pas pourquoi. Mais pour Audemars Piguet, pour le coup, c'est un petit peu la même chose, mais en droit d'auteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première chose que va essayer de faire le juge pour comprendre s'il y a une protection, le droit d'auteur, tu ne le déposes pas. Il est acquis de la seule fixation sur un support matériel. Il est acquis. Bon. Après, il faut pouvoir prouver que c'est toi qui l'as fait, qui l'as fixé sur ce support matériel. Mais il faut prouver l'originalité. Pour être protégeable, il faut que ce soit original. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu un design similaire qui a été fait avant.
Voilà, par exemple. Si je veux vulgariser, c'est ça. Alors, par exemple, tu as l'affaire Hogarth, qui a été jugée en 2024 par un tribunal de grande instance à Paris et qui opposait Hogarth qui est une petite marque française et qui faisait des montres qui ressemblaient un petit peu au Panerai Radiomir, à boîtier coussin, machin, etc. Bon. T'as Panerai qui sont allés les voir, on leur a dit, écoutez, vous cessez tout de suite votre truc là, parce que sinon on vous intente un procès, etc. Ils sont allés jusqu'au procès, tribunal de grande instance, qui décide que l'œuvre de Panerai, le boîtier coussin, n'est pas protégeable par le droit d'auteur parce qu'elle ne remplit pas le critère d'originalité. Parce que les boîtiers coussins de ce type-là, on en voyait des plus ou moins de la même forme avant. Donc pas protégeable. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ce qu'a jugé le tribunal français en l'occurrence. Et j'ai 2 autres exemples très rapidement. Audemars Piguet, je t'en parlais tout à l'heure pour la Royal Oak. C'était une montre qui reprenait en fait l'apparence de la Royal Oak avec la lunette octogonale et les 8 vis. Et là, le tribunal a décidé que une lunette octogonale avec les 8 vis, ça n'existait pas avant. Et c'est suffisamment distinctif pour que ça remplisse ce critère d'originalité, donc protégeable, et donc ils ont plus facilement gagné leur affaire. Voilà. Et ça, c'est bon à savoir, parce que ça veut dire qu'éventuellement, Rolex pourrait recourir aux droits d'auteur, quand bien même leur dessin et modèle ne marchent plus, n'est plus protégeable. D'accord, je comprends. Après, on jette la pierre souvent sur les montres chinoises, mais moi j'ai une Seiko qui a un design exactement pareil qu'une Cartier Tank. Il y a Steinhardt qui ne fait que des... Ils font que des hommages. Est-ce qu'ils font des hommages pour Cartier? Non, mais ils font des hommages pour Rolex. Pourquoi souvent pas Rolex et d'autres entreprises suisses faire des procès à ces marques un peu plus rentables? Parce qu'on voit bien, on voit bien que les marques chinoises, ils auront du mal à faire des procès à des marques chinoises et gagner s'ils font des procès en Chine. Non, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est très difficile d'appliquer une décision d'un tribunal en Chine, d'un tribunal européen en Chine, hein, c'est pas évident. Mais par contre, ce qu'ils peuvent demander, c'est ils peuvent aller voir les plateformes et bloquer la vente à partir des plateformes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais obtenir des dommages et intérêts ou la destruction des stocks là-bas, c'est plus difficile. D'accord, ils ne le font pas. Alors, on va dire qu'ils s'attaquent pas à ces petits hommages chinois parce que c'est pas rentable pour eux de le faire. Je sais pas, mais alors moi j'imagine qu'effectivement c'est pas forcément une opération hyper rentable. Ils peuvent laisser tomber tout simplement en se disant, de toute manière c'est pas les mêmes gens qui vont acheter ces hommages-là et qui achètent les Rolex avec le prestige, etc. Ils sont peut-être aussi beaucoup plus focalisés sur le cas de contrefaçon totale. C'est parce que la reproduction du design c'est une contrefaçon, mais totale c'est avec la marque. Tu reproduis le design et la marque. Et là t'es dans le... Tout à fait. Bon, donc bref. On aura appris de belles choses ici quand même. On aura quand même appris que on peut même dire d'une marque, par exemple une Pagani Design Submariner avec le cadran apposé Pagani Design, on peut quand même parler de contrefaçon en termes juridiques. Alors j'ai 2 choses à dire par rapport... On pourrait, hein, je dis pas que c'est le cas. C'est encore une fois, c'est qu'un tribunal qui peut le faire parce qu'il doit faire la recherche d'originalité. Mais la recherche d'originalité sur le boîtier Rolex, est-ce qu'il est si original que ça? Je sais pas, je suis pas juge. Et en plus, d'une juridiction à l'autre, les critères et les sentiments personnels, les appréciations personnelles du juge peuvent changer aussi. Donc tu vois, c'est un petit peu complexe. Donc il y a une marge de manœuvre, je dirais, peut-être qui est exploitée par ces différentes marques. Et rien ne nous dit non plus que si Rolex estime être titulaire des droits d'auteur et qu'il y a effectivement une originalité, blablabla, ils peuvent rentrer en relation avec certaines marques et passer un contrat avec elle et obtenir peut-être un peu de blé, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Alors je dis pas que c'est ce qu'ils ont fait typiquement avec cette marque-là, mais c'est une possibilité, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on voit certaines marques qui ont pignon sur rue quand même, enfin qui sont en tout cas largement développées et accessibles à partir de tous nos pays européens, comme Pagani Design. Pourquoi ils sont toujours dans la nature, je ne sais pas. Alors soit Rolex n'est pas sûr de son coup et ne peut pas intenter un procès contre eux, parce qu'ils ont peur de perdre et ce serait mauvais pour leur image de marque à ce moment-là. Parce que alors là, ce serait la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de dire. Et ou ils passent un contrat avec eux. En contrat, tu veux dire, où ils les autorisent à utiliser leurs droits de propriété intellectuelle. Ça serait, si on peut, ça peut se trouver. Complètement secret. Ah oui, si ça existe, ce serait complètement secret. Alors là, sûr et certain, t'imagines le scandale que ça ferait, ce genre de truc. Mais ça serait incroyable. Si ça existait. J'y crois pas des masses à ce cas de figure-là. Je crois plus qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Je pense aussi. Ok, écoute, on aura quand même beaucoup parlé de ça. Dernière question quand même à côté.
On a beaucoup parlé Swiss Made, mais maintenant pour le Made in France. Est-ce que tu connais les exigences pour qu'une montre se voit apposer le Made in France? Il faut que le dernier acte substantiel de fabrication ait été réalisé en France. Point barre. Voilà. Alors, C'est-à-dire, par exemple, uniquement l'emboîtage? que la dernière transformation importante du produit ait eu lieu en France. Et il y a plusieurs sous-critères. Et là encore, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je rentre suffisamment dans les détails. Mais en gros, il faut que l'assemblage complet de la montre soit réalisé en France, l'emboîtage du mouvement et les réglages et contrôles finaux, qui est l'un des 4 critères qu'on avait cités tout à l'heure. Et c'est pareil dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, me semble-t-il. En tout cas, il y a un règlement douanier qui date de 2013, peu importe, qui fixe un petit peu ce genre de choses. Et donc, à minima, on doit respecter ça. Donc, ça va être la même chose en Allemagne, à part pour Glashütte, qui a ses propres critères. Pour la région de Glashütte, où tu as un critère économique de 50%. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Glashütte parce que ce n'est pas le thème de la soirée, donc je ne me suis pas préparé à ça. Mais c'est moi. Mais voilà, on se rapproche un petit peu plus des critères suisses pour Glashütte, qui est une appellation géographique, quoi, quelque part. Enfin, c'est pas une AOC, mais bon, c'est un label qui est, comme je le disais, se ressemble plus au label suisse. Et pour la France, tu as aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, parce qu'on a le Made in France, qui est, bon, ben voilà, qui n'est pas suffisant pour garantir qu'il n'y ait aucun produit chinois dedans, loin s'en faut. Hein, la montre, elle peut être complètement chinoise. En fait, je veux dire, tous les éléments séparés peuvent être asiatiques. L'essentiel, c'est qu'il y ait eu l'assemblage, l'emboîtage et le réglage qui soit fait en France. Voilà, c'est tout. Donc ça, il faut savoir que c'est pas un label qualité, hein, le Made in France de toute manière. Mais tu as le label Origine France garantie. Et là, on est sur au moins 50% du prix de revient qui doit provenir de la France. Et l'étape essentielle de fabrication aussi en France. Voilà. Donc là, on est sur un petit peu presque autant que le Swiss Made avant 2017. Voilà, ça ressemble à... Ouais, c'est ça. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Ça nous éclaire beaucoup, je pense, sur des sujets qui sont très importants pour certains. Encore une fois, pour toi et pour moi, c'est un petit peu ce qu'on se met comme mission, c'est vraiment d'informer les gens avant tout. Après, les gens feront des choix, leurs propres choix éclairés cette fois-ci, quand même. Je ne dis pas qu'on a toute la vérité, loin de là. Surtout moi, je ne suis pas du tout un juriste. Et toi, comme tu le dis bien, en droit, il y a toujours des interprétations possibles. Mais au moins, on saura beaucoup plus, même pour les gens qui veulent se renseigner d'eux-mêmes. Je pense que c'est très, très utile. Exactement. Je voulais inviter tes abonnés, ceux qui nous écoutent, si jamais ils ont vent d'affaires judiciaires n'importe où en Europe ou dans le monde, qui nous le disent dans les commentaires. Ce serait super sympa de rapporter des décisions judiciaires qui concernent la propriété intellectuelle. Hein. Sinon, ça nous intéresse moins par rapport au thème abordé. En horlogerie. En horlogerie, oui. Sinon, ça peut aller très loin. Je te remercie énormément, encore une fois, de ta présence et de tes lumières, parce que ça a été vraiment utile déjà pour moi, j'espère pour les gens qui nous écoutent aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Lionel, mais je pense que vous la connaissez tous, allez-y, abonnez-vous, c'est vraiment une autre perspective sur l'horlogerie qui est vraiment, vraiment intéressante, donc allez-y. Moi, je rattends ces épisodes. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous dis merci Lionel encore une fois, merci beaucoup d'être passé. Avec grand plaisir. Et merci pour ton invitation. Et merci pour la pub que tu fais pour ma chaîne. Je ne pense pas que tous tes abonnés connaissent Conoflexion. Donc c'est cool. Mais bon, là, ils connaîtront. Merci encore. Je vous dis à tous à très très bientôt et à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup, Olivier.